Part 1. Herstal, Belgique 1935. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres de l'usine, éclairant les contours d'un pistolet qui n'aurait pas encore dû exister. Dieudonné Saève tenait l'objet horizontalement, étudiant la partie inférieure du canon, où une rampe de déverrouillage avait été usinée avec une précision chirurgicale. Autour de lui, l'atelier de la Fabrique nationale bourdonnait au son des tours et des perceuses à colonnes, mais son établi restait silencieux. Le chargeur de l'arme reposait à côté, plus large que n'importe quel chargeur de service jamais vu, chargé de promesses. 13 munitions de 9,19 mm Parabellum, empilées en colonnes alternées, une configuration que la sagesse conventionnelle jugeait impossible à alimenter de manière fiable. Il inséra le chargeur dans la poignée. L'ajustement était parfait, exact. Il tira la glissière vers l'arrière et la relâcha. Le mouvement était fluide, mécanique, inévitable. Un système à court recul qui ressemblait à une langue apprise d'un maître, aujourd'hui disparu. John Moses Browning s'était éteint 9 ans plus tôt dans cette même ville, dans ce même bâtiment, à un bureau couvert de plans d'un pistolet qui n'existait pas encore. Le high power était l'esprit de Browning incarné dans l'acier. La tâche de Saève était impossible dès le départ. Achever une conception qu'il n'avait pas commencée, honorer une vision qu'il ne comprenait que partiellement et résoudre des problèmes que l'inventeur original n'avait jamais rencontrés de son vivant. Le contrat militaire français qui avait lancé ce projet en 1923 était loin derrière, rejeté, oublié, mais la question demeurait. Un pistolet de service pouvait-il contenir plus du double des munitions de ses prédécesseurs sans devenir encombrant? La capacité pouvait-elle augmenter sans sacrifier le contrôle? La rampe du canon était la réponse que Browning avait esquissée sans jamais la terminer. Là où le légendaire M1911 utilisait une biellette mobile pour déverrouiller la culasse, ce nouveau concept exploitait la géométrie pure. Une rainure inclinée taillée dans le tenon du canon qui forçait ce dernier à s'abaisser lors du recul de la glissière. Pas de biellette, aucune pièce supplémentaire susceptible de s'user ou de rompre, juste une surface rencontrant une autre surface selon l'angle précis, transformant le recul linéaire en un mouvement de bascule. Saève avait passé des mois à affiner la courbe de cette rampe, l'ajustant par fractions de millimètres jusqu'à ce que le verrouillage soit total et le déverrouillage parfaitement fluide. Mais la précision ne garantissait pas l'acceptation. Partout en Europe, les responsables de l'armement regardaient la poignée élargie du high power avec doute. Les armuriers se demandaient si un chargeur à double colonne pouvait fonctionner dans la boue, le froid ou la pluie. Les ingénieurs demandaient pourquoi abandonner le système éprouvé de Browning pour une rampe inédite. L'arme fonctionnait dans l'environnement contrôlé d'un atelier belge. Elle n'avait pas encore fait ses preuves entre les mains de ceux qui lui confieraient leur sécurité sur le terrain. Saève reposa le pistolet et saisit un dessin technique daté de 1926, l'un des derniers réalisés par Browning avant sa disparition. Le concept du chargeur y figurait, visionnaire mais incomplet. La rampe était suggérée mais sans dimension fixe. C'était une carte où la destination était marquée, mais l'itinéraire laissait vide. Le terminé signifiait interpréter non seulement ce que Browning avait dessiné, mais aussi ce qu'il avait voulu accomplir. Il fallait devenir, temporairement, l'esprit d'un homme capable de voir des solutions mécaniques qui ne seraient évidentes que 10 ans plus tard. Dehors, l'hiver belge pressait contre les vitres. À l'intérieur, le High Power attendait l'épreuve qui allait confirmer ou effacer 9 années de travail. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Part 2. John Moses Browning est né en 1855 à Ogden, dans l'Utah, fils d'un armurier qui fabriquait des carabines à la main dans un atelier de pionniers. À 13 ans, Browning avait déjà conçu sa première arme à feu à partir de ferraille. À 24 ans, il déposait le brevet d'un modèle de fusil que Winchester allait fabriquer pendant des décennies. S'il n'a pas inventé le concept de l'arme à chargement automatique, il l'a perfectionné avec une patience qui traitait les problèmes mécaniques comme des preuves mathématiques,
solubles, inévitables, n'attendant que d'être découvertes. Ces créations ont défini une époque. Le pistolet M1911 est devenu la référence des armes de poing à culasse verrouillée et court recul. Le fusil de chasse Auto 5 a introduit le système à long recul qui allait dominer le tir sportif. Le Browning Automatic Rifle a apporté une puissance de feu soutenue aux unités qui dépendaient auparavant de fusils à verrou. Chaque conception résolvait un problème jugé insoluble et le faisait avec une élégance mécanique, rendant la solution évidente après coup. En 1921, les autorités militaires françaises publièrent un cahier des charges pour un nouveau pistolet de service. Ils exigeaient de la capacité, bien plus que les 7 ou 8 cartouches des pistolets standards. Ils voulaient de la fiabilité dans des conditions extrêmes. Ils cherchaient une arme capable de maintenir un tir nourri lors de contacts rapprochés sans rechargement incessant. Browning, déjà sexagénaire, vit dans ce défi une évolution naturelle de ses travaux sur le M1911. La cartouche .45 ACP du M1911 était puissante mais volumineuse, limitant la capacité du chargeur. Le 9,19 mm Parabellum, adopté par de nombreuses armées européennes, était plus petit, autorisant une plus grande réserve dans un espace identique. Browning commença à esquisser un pistolet pouvant contenir 15 cartouches dans un chargeur à double colonne. Le défi technique était trompeur. Élargir un chargeur pour loger 2 colonnes de munitions était simple. Faire en sorte que ces munitions montent de manière fiable dans la chambre ne l'était pas. La géométrie des lèvres du chargeur, la tension du ressort, l'angle sous lequel chaque cartouche se présentait, tout devait être recalculé. Un chargeur à colonne unique alimente les cartouches en ligne droite. Un modèle à double colonne impose à chaque munition de converger depuis les côtés vers un passage central. Si l'angle dévie d'une fraction de degré, l'arme s'enraye. Si la tension du ressort est trop faible, le dispositif ne pousse pas la munition suivante. Si elle est trop forte, la culasse ne peut pas extraire la cartouche proprement. Browning remit également en question sa propre conception du M1911. La biellette mobile qui déverrouillait le canon fonctionnait sans faille depuis plus de 10 ans. Mais c'était une pièce séparée, un point d'usure potentiel. Le mouvement de déverrouillage pouvait-il être accompli par le canon lui-même? La géométrie pouvait-elle remplacer la mécanique? Il dessina des rampes, il calcula des angles, il traça des coupes de canon avec des tenons usinés selon des pentes précises. L'idée était élégante. Lors du recul de la glissière, un axe fixe dans la carcasse engagerait la rampe du canon, le tirant vers le bas pour libérer les tenons de verrouillage. Pas de biellette, pas de pivot. Juste un mouvement contrôlé à travers du métal façonné. Mais Browning rendit l'âme en novembre 1926 à Herstal, dans le bureau de la Fabrique nationale, où il avait passé des décennies à affiner ses plans. Il s'effondra à son établi, le dessin du pistolet à grande capacité encore inachevé. Le projet passa entre les mains de Dieudonné Sève, l'ingénieur belge qui avait travaillé aux côtés de Browning et comprenait sa méthodologie. Sève n'héritait pas d'une arme finie, mais d'une direction. Le concept du chargeur était là, le principe de verrouillage par rampe aussi, les dimensions finales, la géométrie d'alimentation, l'équilibre entre capacité et contrôle, tout cela restait à écrire. Sève fit face à un choix, abandonner le projet car trop incertain, ou achever l'œuvre de Browning en sachant qu'il serait jugé par rapport à une légende. Il choisit d'aller au bout. Pendant 9 ans, il affina le chargeur jusqu'à ce qu'il accepte 13 cartouches sans incident. Il perfectionna la rampe pour que le canon se déverrouille avec fluidité au moment exact. Il testa et révisa jusqu'à ce que le High Power ressemble à une arme que Browning aurait validée, même si ce dernier ne l'a jamais tenue. La pression n'était pas seulement technique. L'Europe des années 1930 se réarmait. Les traités passés s'effondraient, les nations modernisaient leurs forces et la demande pour des armes de poing efficaces augmentait. Un pistolet offrant une capacité et une fiabilité supérieures trouverait preneur. Un modèle échouant aux essais sur le terrain disparaîtrait.
Saive savait que la réussite ou l'échec du High Power définirait également l'ultime héritage de Browning. Part 3. Le Browning High Power fonctionne sur le principe du court recul et du verrouillage de la culasse, le même système fondamental que Browning avait perfectionné avec le M1911. Lorsque la détente est pressée, le percuteur frappe l'amorce, allumant la charge. Les gaz en expansion propulsent le projectile dans le canon, tout en poussant simultanément la culasse et le canon vers l'arrière comme un ensemble solidaire. Pendant environ 3 mm, le canon et la culasse restent verrouillés ensemble par des tenons usinés sur le canon qui s'insèrent dans des encoches à l'intérieur de la culasse. Durant ce court trajet vers l'arrière, une rampe usinée sous le tenon du canon rencontre un axe transversal fixe monté dans la carcasse du pistolet. Alors que la culasse continue sa course, la rampe force le canon vers le bas, l'inclinant et libérant les tenons de verrouillage de la culasse. Le canon s'arrête, la culasse continue seule, extrayant l'étui vide et l'éjectant par l'ouverture. Un ressort de rappel monté autour de la tige guide sous le canon se comprime durant ce mouvement, emmagasinant de l'énergie. Une fois que la culasse atteint sa position arrière maximale, le ressort de rappel la repousse vers l'avant. La culasse saisit la cartouche suivante au sommet du chargeur et la pousse dans la chambre. Lorsque la culasse revient en position de fermeture complète, dite en batterie, la rampe force le canon vers le haut, engageant à nouveau les tenons de verrouillage. L'arme est verrouillée, chargée et prête à faire feu de nouveau. Le cycle complet ne dure qu'une fraction de seconde. Le chargeur est le point où le High Power diverge le plus radicalement des travaux précédents de Browning. Un chargeur à double colonne et alimentation unique contient 13 cartouches disposées en quinconce. Chaque munition repose légèrement décalée par rapport à celle du dessous, permettant à 2 colonnes de loger dans une poignée dont la largeur reste gérable pour des mains de taille moyenne. Les lèvres du chargeur guident la cartouche supérieure vers une position centrale, l'alignant avec la chambre lors du mouvement de la culasse. L'élévateur, poussé par un ressort comprimé à la base du chargeur, maintient une pression ascendante constante, assurant que chaque munition soit présentée sous l'angle correct. Le défi, pour Saive, résidait dans le fait que cette géométrie ne pardonne rien. Un chargeur à double colonne qui fonctionne sur un établi propre peut échouer de manière catastrophique sur le terrain. La saleté peut gêner le mouvement de l'élévateur. Le froid peut durcir le ressort. Une lèvre de chargeur tordue par une simple chute peut désaligner toutes les munitions suivantes. Saive testa des dizaines de variantes, ajustant les angles des lèvres, la tension des ressorts et la forme des élévateurs, jusqu'à obtenir une fiabilité totale, même en cas de mauvais traitement volontaire. Mais la fiabilité constatée dans un atelier belge ne suffisait pas aux commissions d'achat militaires. En 1935, lorsque la Belgique adopta officiellement le High Power, d'autres nations restaient sceptiques. Un officier français examina le pistolet et se demanda si la poignée plus large ne compromettrait pas la rapidité du dégainé. Un armurier britannique nota que le démontage de campagne du High Power nécessitait de manipuler 13 pièces, contre un processus plus simple pour les revolvers. Des ingénieurs allemands, fidèles au Luger P08, rejetèrent le système de rampe comme une complexité inutile. La résistance n'était pas dénuée de sens. La biellette du M1911 avait prouvé sa valeur lors de la Grande Guerre. Changer un composant fondamental d'un système éprouvé introduisait un risque. Si la rampe s'usait de manière inégale, si la géométrie bougeait après des milliers de tirs, le pistolet pourrait ne plus se verrouiller correctement, entraînant un dysfonctionnement grave. Le chargeur à double colonne, tout en offrant plus de munitions, doublait aussi les points de défaillance potentiels. Saive répondit par des chiffres. Il soumit les prototypes du She-Power à des tests d'endurance dépassant les normes militaires. Il tira des dizaines de milliers de munitions avec les mêmes exemplaires, mesurant l'usure sur la rampe, les tenons et la face de culasse. Il endommagea volontairement des chargeurs pour voir si le pistolet fonctionnait encore. Il assembla des armes avec des pièces provenant de différentes séries de production pour vérifier l'interchangeabilité.
Chaque test visait à répondre à une objection précise. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. Part 4. Les premiers essais sur le terrain eurent lieu en 1935 dans des conditions que Sèvres ne pouvait reproduire en atelier. Des unités d'infanterie belges portèrent des pistolets high power lors de manœuvres hivernales dans les Ardennes où les températures descendaient sous le gel et où l'humidité se condensait à l'intérieur des mécanismes. La boue des sentiers forestiers s'insinuait dans les puits de chargeurs. Les soldats, peu habitués à la poignée plus large, rapportèrent que le pistolet offrait des sensations différentes des revolvers sur lesquels ils s'étaient entraînés pendant des années. 3 armes s'enrayèrent durant les exercices. Sèvres les récupéra immédiatement, les démontant sur place pour déterminer la cause. Le premier incident provenait d'un ressort de chargeur qui avait été comprimé au-delà de sa limite élastique lors de l'installation en usine, perdant sa tension et ne parvenant plus à pousser l'élévateur avec assez de force. Le second était un problème d'alimentation dû à une bavure sur une lèvre de chargeur. Un défaut de fabrication si minuscule qu'il était invisible à l'œil nu, mais suffisant pour accrocher le rebord de la cartouche. Le troisième était une erreur humaine. Le soldat n'avait pas inséré le chargeur à fond, le laissant quelques fractions de millimètres trop bas pour une alimentation correcte. Sèvres retourna à Herstal et révisa le processus de production. Les ressorts de chargeurs furent désormais testés individuellement sous charge avant installation. Les lèvres furent polies et inspectées à la loupe. Le puits de chargeur fut redessiné avec un léger biseau pour guider l'insertion de manière plus intuitive, réduisant le risque de verrouillage incomplet. Il ajouta également un anneau de dragon à la poignée, une concession aux traditions militaires qui privilégiait la sécurité du port à l'esthétique. Le système de verrouillage par rampe, en revanche, se comporta de manière impeccable. Après 5000 tirs, Sèvres mesura l'usure de la rampe et la jugea négligeable. La géométrie était autocorrectrice. Comme la force de déverrouillage était répartie sur toute la surface de la rampe, plutôt que concentrée sur un seul point de pivot, l'usure était régulière et prévisible. Les tenons de verrouillage montraient une déformation minimale. La face de culasse restait parfaitement d'équerre. Le système fonctionnait non parce qu'il était révolutionnaire, mais parce qu'il appliquait des principes connus avec une précision obsessionnelle. Le choix des matériaux joua également un rôle. La carcasse était en acier forgé, non coulé, garantissant une structure de grain constante et éliminant les vides internes pouvant causer des ruptures critiques. La culasse était usinée à partir d'un seul bloc, avec des encoches de verrouillage taillées selon des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Le canon était chromé intérieurement, prolongeant sa durée de vie et réduisant l'encrassement. Ce n'était pas des innovations, le chromage était utilisé pour les canons d'artillerie depuis des années, mais leur application à une arme de poing reflétait la vision de Sèvres. Un pistolet de service doit durer des décennies, pas seulement passer les essais initiaux. À la fin de l'année 1935, le High Power avait réussi tous les tests formels imposés par l'armée belge. Mais l'adoption hors de Belgique fut lente. Les Britanniques examinèrent le modèle, mais hésitèrent, restant fidèles à leur revolver Webley et réticents à réentraîner toute une armée sur des pistolets semi-automatiques. Les Français, dont le cahier des charges initial avait lancé le projet, choisirent un autre concept. Les Allemands, en plein réarmement rapide, continuèrent à produire des Luger et adopteraient plus tard le Walter P38. Sèvres comprit que l'adoption du High Power serait graduelle, portée non par une supériorité spectaculaire, mais par une compétence tranquille. L'arme n'offrait pas une précision révolutionnaire. C'était un pistolet de service, conçu pour des engagements à courte distance. Elle n'offrait pas une puissance démesurée. Le 9 Bulven d'assaut-mètre était efficace, mais sans excès. Ce qu'elle proposait, c'était 13 cartouches dans un format logeable, dans un étui prévu pour des pistolets de 8 coups, et un système mécanique fonctionnant sans exiger une maintenance constante.
L'ultime révision effectuée par Saive avant la production de masse concerna le mécanisme de détente. Les premiers prototypes incluaient une sécurité de chargeur, empêchant le tir si le chargeur était retiré. Cette fonction, censée renforcer la sécurité, rendait le départ de la détente plus lourd, ce que certains utilisateurs jugeaient inacceptable. Saive maintint ce dispositif malgré les critiques, estimant que la prévention des tirs accidentels l'emportait sur les considérations de confort. Des décennies plus tard, des armuriers retireraient couramment cette pièce, mais en 1935, Saive choisit la sécurité institutionnelle plutôt que la préférence individuelle. Part 5. Le moment qui définit l'héritage du e-power ne vint pas d'un essai militaire, mais d'une observation discrète dans une salle de test à Herstal. Un ingénieur nommé Laurent, chargé des essais d'endurance, tira 20 000 munitions avec le même high power sur une période de 3 mois. Il nettoyait l'arme quotidiennement, mesurait l'usure chaque semaine et notait chaque incident. À la fin de l'épreuve, il démonta entièrement le pistolet et disposa les pièces sur un drap blanc, les examinant une à une à la loupe d'horloger. La rampe présentait des traces d'usure, mais elles étaient régulières, prévisibles, un chemin poli qui s'était simplement lissé avec l'usage. Les tenons de verrouillage s'étaient très légèrement arrondis sur les bords, mais s'engageaient toujours pleinement. Le ressort de rappel s'était un peu tassé, perdant environ 5% de sa force d'origine. Le ressort de chargeur, remplacé 2 fois durant le test, était le seul composant nécessitant un entretien périodique. La conclusion de Laurent fut simple. Le e-power n'était pas indestructible, mais il était durable là où cela comptait. Il survivrait aux utilisateurs qui le porteraient. Saive lut le rapport et en comprit l'importance. Le dernier concept de Browning n'était pas censé être parfait. Il devait être viable sur le long terme. Un pistolet de service qui dure 10 ans a plus de valeur qu'un chef-d'œuvre qui lâche après 5 ans. Le système de verrouillage par rampe, malgré tout le scepticisme rencontré, répartissait l'usure si uniformément que l'arme vieillissait avec élégance. Le chargeur à double colonne, malgré sa complexité, pouvait être fabriqué avec une régularité telle que les chargeurs de rechange fonctionnaient de manière identique à l'original. La révélation décisive eut lieu quand Saive compara le e-power à ses contemporains. Le Luger PSO-8, merveille d'ingénierie, exigeait un entretien méticuleux et souffrait de la poussière. Le Walther P38, très avancé, utilisait un bloc de verrouillage tombant fiable, mais composé de plus de pièces. Le M1911, légendaire et éprouvé, ne contenait que 7 coups en 45 ACP et reposait sur une biellette qui constituait un point de fragilité potentiel. Le High Power offrait 13 coups, la simplicité de la rampe et une accumulation de données prouvant sa compétence. Mais le point le plus curieux, celui qui rendait le concept inévitable avec le recul, était que Browning n'avait jamais voulu que le High Power remplace le M1911. Il voulait répondre à une problématique différente. Le M1911 était une arme de puissance d'arrêt. Le High Power était une arme de feu soutenue. Les deux étaient des systèmes à court recul et culasses verrouillées. Les deux étaient fiables, mais ils servaient des doctrines distinctes. Le .45 ACP visait à stopper un engagement rapidement. Le 9,19 mm permettait de le prolonger, offrant au tireur la capacité de saturer une zone ou d'engager plusieurs cibles sans recharger. Saive comprit que la marque du High Power ne serait pas d'effacer ce qui l'avait précédé, mais de proposer une alternative qui n'existait pas encore. Les forces armées pouvaient choisir entre puissance et capacité, entre l'autorité du M1911 et le volume de feu du High Power. Aucun choix n'était mauvais. Les deux étaient guidés par la même philosophie: simplifier le mécanisme, utiliser des matériaux durables et faire confiance à l'utilisateur pour employer l'outil correctement. Dès 1939, le High Power était en service dans les forces belges et suscitait l'intérêt des nations du Commonwealth. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, l'usine de Herstal passa sous occupation allemande.
Les occupants continuèrent la production, reconnaissant la valeur de l'objet. Les forces alliées capturèrent des exemplaires de fabrication allemande et les utilisèrent à leur tour. Après le conflit, la fabrique nationale reprit sa production et le pistolet se diffusa à travers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Des unités n'ayant jamais entendu parler de Dieudonné Sève portaient des armes qu'il avait menées à la perfection. L'ultime détail était le suivant. Browning avait esquissé un chargeur de 15 coups. Sève en livra un de 13. Cette réduction n'était pas un échec, c'était de la précision. 13 cartouches logeaient dans une poignée que des mains moyennes pouvaient contrôler. 15 auraient rendu l'arme massive et instable. La différence entre la vision et l'exécution, entre ce qu'un inventeur imagine et ce qu'un ingénieur construit, se mesure souvent à ces 2 cartouches et à la sagesse de savoir qu'en plus devient trop. Part 6. Le Browning High Power a servi les forces militaires et policières pendant plus de 70 ans. Il a survécu aux conflits qui ont défini son époque et aux doctrines qui ont dicté ses caractéristiques. En 2017, le dernier utilisateur militaire majeur, les forces armées canadiennes, a retiré le High Power du service actif, non par manque de fiabilité, mais parce que de nouveaux modèles à carcasse polymère proposaient des conceptions modulaires et des capacités encore plus grandes. Le High Power n'était pas devenu obsolète, il avait simplement terminé sa mission. Cependant, l'influence de cette arme s'étend bien au-delà de ses états de service. Le système de verrouillage par rampe, esquissé par Browning et affiné par Sève, est devenu le point de référence de presque tous les pistolets à culasse verrouillée créés par la suite. Le SIG P210, développé en Suisse, a utilisé une rampe perfectionnée. Le CZ75, conçu en Tchécoslovaquie, a appliqué le même principe avec une géométrie différente. Même les pistolets modernes à carcasse polymère, comme ceux de Glock ou Smith & Wesson, utilisent des variantes du concept de canon basculant dont le High Power a prouvé la durabilité sur des décennies. Le chargeur à double colonne, jadis jugé peu pratique, est devenu la norme mondiale. Dans les années 1980, aucun pistolet de service sérieux n'était conçu avec un chargeur à colonne unique, sauf si le calibre ou une doctrine spécifique l'exigeait. Les 13 coups ont évolué vers 15 avec le Beretta 92, 17 avec le Glock 17 et au-delà. La limite n'était plus technique, mais ergonomique. Quelle largeur de poignée le tireur peut-il accepter avant de perdre le contrôle? Le High Power avait répondu à cette question dès 1935 en trouvant la limite et en s'arrêtant juste avant de la franchir. Dieudonné Sève n'a jamais atteint la célébrité de John Moses Browning, mais sa contribution fut tout aussi essentielle. Browning a apporté la vision, Sève a apporté l'exécution. Aucun des deux n'aurait pu créer le High Power seul. L'arme existe dans cet espace entre l'inspiration et l'achèvement, entre le croquis qui suggère une solution et le prototype qui prouve qu'elle fonctionne. Sève avait compris que terminer l'œuvre d'un autre demandait autant d'humilité que de précision. L'humilité de respecter l'intention d'origine et la précision nécessaire pour résoudre des problèmes que le concepteur initial n'avait pas vu venir. La leçon de l'histoire du High Power est que l'innovation ne demande pas seulement du génie, elle exige de la patience. Browning a passé 5 ans à dessiner des pistolets à grande capacité avant sa disparition. Sève a passé 9 ans à transformer ses dessins en une arme fonctionnelle. Le High Power n'a pas été long à achever parce qu'il était compliqué, mais parce qu'il devait être juste. Une arme de service portée en opération par des forces de l'ordre en situation d'incertitude ou par du personnel de sécurité en zone de risque ne peut pas se permettre d'être presque fiable. Elle doit l'être absolument, et cette fiabilité totale ne se décrète pas dans l'urgence. Le système de rampe que les sceptiques questionnaient en 1935 est devenu le standard par lequel les autres modèles sont jugés. Le chargeur à double colonne, dont les acheteurs doutaient, est devenu l'attente de base. Le High Power n'a pas bouleversé la conception des armes par une innovation radicale, mais en prouvant que des principes existants, appliqués avec un soin obsessionnel, pouvaient produire un outil si constant
qu'il en devenait invisible. Un instrument si fiable que l'utilisateur finit par oublier son existence. Dans les ateliers du monde entier, les ingénieurs étudient encore le e-power lorsqu'ils dessinent de nouveaux modèles. Ils mesurent les angles de la rampe, la géométrie des tenons, le passage des munitions. Ils se demandent pourquoi Browning a choisi cet angle, pourquoi Saive l'a affiné ainsi, pourquoi 13 coups au lieu de 15. Les réponses sont toujours les mêmes, parce que cela fonctionnait, parce que cela durait, parce que ceux qui l'utilisaient avaient confiance. L'ingénierie n'est pas l'art de créer la perfection, c'est la discipline de créer une efficacité qui traverse le temps. Le Browning High Power, inventé par un homme disparu avant son achèvement et terminé par un ingénieur qui n'a jamais cherché la gloire, reste la preuve que les meilleures créations sont des collaborations à travers les âges. Browning a posé la question par ses croquis. Saive y a répondu par l'acier. L'arme qui en résulta n'a pas changé la nature des conflits. Elle a simplement offert une option qui n'existait pas auparavant, de la capacité sans compromis, de la fiabilité sans complexité et un système mécanique si équilibré qu'il a pu servir 70 ans sans nécessité de modifications fondamentales. Si vous appréciez ces récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. Souhaitez-vous que je développe davantage les spécificités techniques de la rampe de déverrouillage ou que je compare ce système à d'autres pistolets de l'époque ?